La formation, on est là pour acquérir du savoir. Le coaching, on est là pour faciliter, pour permettre à la personne de remobiliser ses ressources dans un contexte donné. On est Calliope. Donc Calliope, c'est une démarche qualité qui est obligatoire pour les centres de formation qui reçoivent des fonds qui sont publics ou parapublics. Transfert de compétences, faire monter en compétences quelqu'un d'autre. Il y a du transfert, y compris de savoir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alexandra. Ravie de te recevoir. Ravie d'être ici. C'est une première. Bienvenue. Ouais. Bienvenue dans ce podcast qui évidemment est hyper connu, qui fait le tour du monde, comme tu le sais. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, c'est toi et on en est ravis. On commence par, comme d'habitude, est-ce que tu peux me dire qui tu es et quel est ton parcours ? Donc, je suis Anne-Sophie Lamarcardo. Mon parcours, au départ, je suis travailleuse sociale. Et il y a 15 ans, avec mon associée Cécile, on s'est rencontrés dans notre formation de coach. Ok. On s'est bien plu et on s'est mariés professionnellement parlant. Et ça depuis 15 ans maintenant. Et donc, on a créé une société qui s'appelle Altigo. Et on est sur la Madeleine. Et Altigo, vous faites quoi ? Altigo, on fait quoi ? On fait de la formation, Ouais. on fait du coaching et on fait du bilan de compétences. Ok. Donc, ces trois piliers de notre activité, c'est un choix. On voulait avoir le panel et on le fait avec tout type de public. Moi, ça fait, sur le bilan de compétences, par exemple, ça fait presque 30 ans que j'en fais. Et j'ai déjà accompagné des personnes en bilan de compétences qui ne savent pas lire et pas écrire, jusqu'à des cadres dirigeants. Ça te permet d'avoir vraiment ce panel Ce et panel cette de vision public, globale. Ouais. et aussi la formation et le coaching, on le fait avec tout type de clients aussi, que ce soit des entreprises, petites, moyennes, grosses, ce soit de la fonction publique, qu'elle soit État, collectivité territoriale ou hospitalier, et on travaille aussi avec des associations, parce qu'on a au démarrage notre cœur qui bat sur l'économie sociale et solidaire, donc on y reste. Tu restes quand même. On y reste quand même, on a toujours un pied dedans. Bon, moi, je vais rentrer les pieds dans le plat parce que tu as démarré par me dire que tu fais de la formation, du coaching, du bilan de compétences. Bilan de compétences, ça, c'est clair. C'est quoi la différence entre la formation et le coaching ? Parce que finalement, je trouve que c'est parfois mélangé. Parfois, on fait du coaching, en fait, c'est de la formation. Parfois, on fait de la formation, en fait, c'est plutôt du coaching. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer une bonne fois pour toutes, c'est quoi la différence ? La différence, il y en a une énorme, enfin il y en a plus d'une, mais il y en a une énorme qui est la formation, on est là pour acquérir du savoir. Ok. Le coaching, on est là pour faciliter, pour permettre à la personne de remobiliser ses ressources dans un contexte donné. Donc, on est déjà peut-être plus dans un domaine plus individuel quand on est sur du coaching. Alors, on peut faire du coaching collectif, Oui. Voilà, mais on n'est pas là pour transmettre du savoir. Ouais. On est là pour aider le coaché, l'individu, la personne, à atteindre des objectifs en remobilisant ses propres ressources ou en lui montrant qu'il peut aller en chercher d'autres. Et pourquoi pas passer pour lui, mais en dehors du coaching, par la formation. Et si je dis pas de bêtises, toi, dans ton activité, quand on parle de coaching, c'est quelque chose qui nécessite plus de temps de préparation parce qu'il y a plus d'adaptabilité par rapport à un contexte, par rapport à à la personne. À la personne, on est là pour accompagner la personne à atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même définis. Bon, des fois, on l'aide un petit peu. Et donc, le temps de préparation, il est vraiment purement individuel et il va être concentré sur cette personne-là. La formation, on a un déroulé pédagogique. Ouais. Même si on essaye de l'adapter aux uns, aux autres pour que tout le monde y retrouve ses petits. Ça reste quand même un support préétabli. Il y a quand même, il y a des objectifs pédagogiques à atteindre. C'est pas la personne qui les a définis. Il y a une évaluation, il y a des acquis à transmettre. On est Calliope. Donc Calliope, c'est une démarche qualité qui est obligatoire pour les personnes, pour les centres de formation qui reçoivent des fonds qui sont publics ou parapublics.
Et dans cette démarche, il y a bien cette notion d'acquis. On est bien sûr transmettre un savoir, des acquis, des connaissances, ce qu'on ne fait pas en coaching, même si des fois, mon perso, je dis, j'enlève ma casquette de coach, je mets ma casquette de formatrice, est-ce que ça, tu connais ? Ça prend 2 secondes 30. Parce que, oui, voilà, c'est pas la majeure partie de ton coaching. Je le transmets, mais je précise bien qu'on n'est pas sur une phase de coaching. On est bien sur une phase de transmission de savoir, un outil, quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et parfois, elle me dit « Ah, mais oui, c'est vrai ». Puis des fois, elle dit « Bah non, je connais pas du tout ». Alors, je peux expliquer en 2-3 minutes. Oui. Tu vas pas dérouler le support. Mais je vais pas dérouler un support, je vais pas évaluer, je vais pas... Voilà. Je vais juste lui dire, tu sais, il y a des choses qui existent autour de ça. Est-ce que tu veux bien regarder ? Est-ce que ça t'intéresse ? Je veux bien lui transmettre des informations, mais ça sera pas une forme de formation. Donc, très complémentaire, finalement. Ça peut être totalement complémentaire. Nous, chez Altigo, on fait du sur-mesure. Et donc, ça nous arrive avec des clients d'avoir des temps de formation et des temps de coaching. Et comme on est 2, ça nous arrive très souvent, il y en a une qui fait le temps de formation et l'autre qui fait le temps de coaching pour bien séparer, pour bien montrer que c'est bien différent. Ouais, ça c'est important. Et même si il y a des croisements, forcément, puisqu'on est sur le développement de la personne, on garde bien ça pour eux, pour que ça reste bien des temps de formation et des temps de coaching. Ouais, c'est important. En 2025, voire 2026, c'est quoi les tendances actuelles, en tout cas toi que tu reçois Alors sur le coaching, on a beaucoup de coaching individuel, mais il y a un intérêt qui se développe autour du coaching d'équipe. Voire un mixte, coaching d'équipe, coaching individuel pour... on parle beaucoup de performance. Alors, il ne s'agit pas de tirer les gens vers de l'hyperactivité qui est néfaste, mais sur l'amélioration de la performance, que ce soit en individuel ou en collectif. Et le temps collectif est hyper intéressant. Moi, j'adore ça, en fait, parce qu'il y a des synergies entre les individus qui se développent. Ce qu'on n'a pas forcément le temps en équipe, parce qu'on est pris par le quotidien, d'échanger, de voir comment on peut s'aider, de voir si on a des sujets en commun, ou on peut mutualiser des éléments. Ça se fait pas naturellement. Est-ce que c'est un peu le team building 2025, finalement, le coaching collectif ? Alors, le team building, il n'a pas le même apport. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on fait un peu moins. Pendant un moment, c'était très à la mode de faire le team building, tu vois. Oui. Mais le team building, c'est c'est un peu... c'est se rassembler pour se connaître, faire une activité ensemble et faire « Ah, tiens, je te connais et donc je te reconnais ». Le coaching d'équipe, on va définir je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas suffisant pour améliorer la qualité, la performance d'une équipe. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est un peu le nouveau team building dans le sens, et pas pour dire du coaching égale team building, mais plutôt d'un point de vue dirigeant, quitte à avoir un budget, tu vois, pour mon collectif, il doit quand même me servir à des fins de productivité, à des fins de performance. Tout à fait. À des fins aussi, peut-être, si je sais mieux travailler en équipe, j'aurais moins envie de partir. Peut-être aussi, tu sais, de rétention. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais, de garder les talents. Ouais. De garder les talents, ça peut être aussi de mutualiser des choses, mais ça a aussi un effet d'innovation. Ouais. On me dit souvent, il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Voilà. Et ça permet aussi quelque chose qui est intéressant en coaching d'équipe. Les uns et les autres sont apporteurs et receveurs. Apporteurs de connaissances, de savoir, de méthodes, de bonnes pratiques professionnelles et en même temps receveurs de la même chose. Exactement. Et au plus une équipe arrive à faire ça, au plus elle est soudée. Et dans notre jargon, on dit elle devient plus mature. Ouais. On la fait vieillir. Tout à fait. Un peu, alors pas de manière artificielle parce qu'on ne met pas une picouse pour que ça vieillisse, mais les process, les changements seront vachement plus rapides, efficaces et avec Et pérenne peut-être. Non seulement pérenne, mais avec un résultat concret, plus évaluable qu'un team building. C'est une première étape, mais
c'est pas ça qui va faire la performance d'une équipe. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et puis moi de mon ressenti, et puis j'ai reçu beaucoup de dirigeants aussi dans ce podcast, l'humain, c'est difficile aujourd'hui. Ah bah, y a Très rien de difficile. Mais ça a toujours été difficile. Mais j'ai quand même cette impression, encore une fois, attention à ma juste valeur, mais que aujourd'hui le collectif, c'est pas évident. Il y a du télétravail, il y a du remote. Il y a la possibilité de, je sais pas, on reste plus aussi longtemps dans une boîte. Il y a ce côté très mobile. Il y a ce côté, je suis tout le temps à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Il y a finalement ta performance individuelle qui est quand même une réalité aujourd'hui. Tu le vois à travers, j'ai envie de dire aussi le sport où les gens se mettent leur propre performance. Donc finalement, dans une équipe, c'est d'abord moi, comment j'avance. Et puis, soit les autres me suivent, soit moi, j'irai plus vite qu'eux. Et ou ailleurs. Ou ailleurs. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, le coaching collectif, il répond aussi, à mon avis, à cette problématique très actuelle. Le collectif, c'est avant tout aujourd'hui une personne dans une équipe. Oui. Ce qui n'était pas le cas il y a encore, on va dire il y a 15 ans, où il y avait ce sentiment d'appartenance. Exactement. Et on renvoie à des éléments de sociologie sur la socialisation. On se socialisait en rentrant dans l'entreprise, on se socialisait en rentrant dans un syndicat, dans une culture d'entreprise, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'autres manières. Bon, il y a aussi les réseaux sociaux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a la rapidité. On a l'impression qu'on est dans un rythme qui est de plus en plus rapide. Bien sûr. Que ce soit en termes d'information, que ce soit en termes d'évolution, en termes de... Quand je parle de changement, c'est structurel dans les entreprises. On voit bien que voilà, les administratifs avec l'IA, on parle d'Amazon qui prévoit 10% de départ. Les nouvelles technologies font que... il y a une espèce de course effrénée. Mais le rempart, ça peut être aussi l'équipe. D'où aussi c'est pour ça que ce besoin de se rassembler, de poser les choses, de pouvoir avoir une vraie force du collectif. Ce qui fera pas partir, ça peut faire partir quelqu'un ou ça peut le faire rester. Mais il y a cette notion aussi d'évolution de carrière il y a encore 15 ans, c'était encore presque un gros mot. Oui, et puis aujourd'hui, c'est clairement, en tout cas pour avoir été dans plusieurs entreprises ou dans les entretiens annuels, c'est quoi la suite, quels sont tes besoins de formation, quel est l'autre poste en interne que tu pourrais envisager. Donc effectivement, j'ai pas l'impression que c'est des questions qui étaient automatiquement, à part dans les grands groupes, parce que c'était une obligation, mais même aujourd'hui dans les petites structures, tout à fait, c'est intégré. En fait, la loi sur l'évolution professionnelle a imposé ces entretiens au moins tous les 2 ans, avec l'avantage qu'il y a une forme de progression même dans les petites entreprises. Exactement. L'inconvénient, c'est qu'on est sur un rythme qui et puis puis du tout le même, quoi. Ce qui peut être aussi très frustrant pour une plus petite entreprise, parce que t'as beau aimer, enfin quand je dis aimer travailler avec ton collaborateur, t'as beau lui fournir les éléments dont il a besoin, t'as beau lui donner la liberté ou la flexibilité. Mais parfois, les évolutions, t'as pas 50 000 postes de management. Quand t'es dans une boîte de 15, c'est dans une boîte de 15, tu vois. C'est parce qu'on voit encore l'évolution qui passe forcément par le management. Exactement. Et par l'ascenseur vertical. Exactement. Là où peut-être les jeunes générations le voient aussi en horizontal, avec le développement des compétences, avec les apprentissages qui sont favorisés et facilités avec les nouvelles technologies. Et on a encore un peu de mal à réfléchir autrement que par le vertical. L'horizontal peut être aussi intéressant. Mais c'est une culture qu'on n'a pas encore dans les petites entreprises et même dans les grosses. Oui, c'est juste que elle se fait verticale. Elle se fait verticale parce que, pareil, tu vois bien que de toute façon... au bout de 6 ans, de toute façon, tu le sais, en arrivant dans la boîte, on te l'avait promis, et chez nous, tu as cette évolution, et l'évolution, elle veut obligatoirement dire que tu passes le palier d'après, et que quand tu passes le palier d'après, c'est la responsabilité d'un pôle, c'est la responsabilité d'une équipe.
quand bien même la personne n'aurait pas forcément, peut être excellent dans ce qu'il fait. D'excellents experts font pas forcément des très bons managers. Exactement. Et ça, c'est un autre sujet dont on parle souvent ici. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet où un expert, c'est un expert. Un expert de son domaine, de sa technicité. Et c'est génial, hein, des experts, il en faut. Mais ça ne fait pas forcément des bons managers. Comment on peut accompagner justement les structures, les organisations à bien détecter que ton expert, c'est un bon expert, mais que, à la limite, son évolution professionnelle, elle ne se fera pas par la case management, à part s'ils s'en donnent les moyens, ou l'entreprise aussi en donne les moyens. Mais, tout à fait. Mais moi, je suis dans une génération, pour le coup, où honnêtement, j'ai des amis autour de moi où l'étape suivante, ils le savent dans leur boîte, c'est le management, ils n'en veulent pas. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent ailleurs. Mais ils regardent ailleurs. Parce qu'ils veulent surtout pas de l'étape suivante. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pas manager. Ils veulent pas manager. Ils sont très contents où ils sont. Et en même temps, l'entreprise, elle peut aussi fournir ça. Des bons experts et donc renforcer la technicité, renforcer l'expertise. On sait que ça va vite en termes d'évolution. Donc, plutôt que de courir après les innovations, c'est de pouvoir les anticiper dans les structures. On parle de l'IA, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Et on est peut-être en train de courir parce qu'on imagine que l'évolution, elle est verticale. Et donc, si on pense son entreprise, parce que c'est là aussi où c'est important pour les chefs d'entreprise, se dire, OK, mon entreprise, là, elle évolue, on peut évoluer en chiffre d'affaires, en clients, en tout ce qu'on veut, mais dans 5 ans, mon entreprise, je la voudrais comment ? À quoi je voudrais qu'elle ressemble ? Et là, on est sur une vision stratégique, ça aussi, c'est du coaching. Et on peut, nous, on peut aider aussi à ça, parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est clair. Travailler sur la prospective, c'est pas si simple. En tout cas, on en a tellement d'autres à réfléchir, oui, puis, tu vois. C'est surtout, est-ce que j'arriverai à avoir les fonds ? Est-ce que j'aurai la bonne innovation ? Est-ce que ma recherche et développement sera validée ? Donc, effectivement, la partie parfois humaine, tu as l'impression que ça va suivre, tu sais, un peu de pair. C'est comme un train, le dernier wagon. Et ouais, non, mais c'est ça. Et pourtant, sans ce wagon-là, ça peut devenir ou l'enfer ou le paradis. Et ça se travaille, en fait. Nous, on travaille souvent, je dis nous, avec Cécile, mon associée, on travaille souvent sur la prospective et sur l'idée de dire, OK, ton entreprise, ou ton service, parce qu'on peut aussi le mettre au niveau d'un service, d'une unité, voilà. L'année prochaine, ça devrait ressembler à la même chose ou tu veux le faire évoluer ? Qu'est-ce que tu aimerais vivre et faire vivre à tes équipes ? Et quand on commence à réfléchir en disant qu'est-ce que j'aimerais vivre avec mes équipes ou qu'est-ce que j'aimerais leur faire vivre, on va développer ce qu'on appelle un plan d'action managérial. Donc, il peut être sur une période, donc 6 mois, il peut être sur 1 an, et se dire moi, à 5 ans, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une forme de gouvernance particulière, de l'innovation. J'aimerais bien qu'ils aient la place à l'initiative, etc. OK, mais ça ne se décrète pas, quoi. Ça se travaille. Ça se travaille, ça s'écrit, ça se pense. Ça s'écrit, ça se pense, ça se partage. Et ça se partage avec l'équipe, tout simplement en disant... et puis, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, moi, carrément, je me vois bien innover, je me vois bien aller chercher des choses parce que... » c'est comme ça qu'on embarque. Et ça va être la seule manière d'embarquer. Mais ce qui est intéressant, c'est cet accompagnement, effectivement, auprès des DG, des managers. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, un accompagnement à faire aussi côté salarié. Bien parce sûr. Que on nous a un peu aussi, tu sais, trituré le cerveau à nous dire que à 30 ans, il fallait que tu sois marié, un enfant. Et puis à 40, il fallait que tu aies ta promotion. Et puis à 50, il faut que tu aies la Rolex. Et puis à 50, il faut que tu aies la Rolex. Non, mais tu vois, et c'est vrai que parfois, à la décharge vraiment des DG, ils se retrouvent face à des collaborateurs qui veulent plus. Le DG, il le sait très bien, c'est pas la bonne personne, mais il y a un moment, en fait, c'est je lui donne, sinon je le perds. Et je sais que c'est pas la bonne décision, mais tu vois, il y a ce côté, je trouve... Il y a ça. Alors après, il y a des structures qui ont pensé l'intrapreneuriat, par exemple. Donc, c'est comment, continuant à être salarié de son entreprise, tu développes une forme d'entreprise
pas concurrente, hein, mais en parallèle, Oui, oui, oui. qui va développer des choses qui vont avec des synergies qui sont intéressantes. On a aussi des entreprises qui proposent qu'on appelle des bilans, non pas de compétences, mais des bilans managériaux en termes de prospective, en termes de accompagner le collaborateur, soit s'il veut devenir manager, en se disant, OK, sur quoi je vais travailler et lui proposer un plan d'action de formation, de développement. Et puis aussi, il y a aussi le bilan de compétences qui existe encore. Il est un peu sur la sellette financièrement avec le CPF. Oui, Ok. ça fait partie des problématiques Oui, qui vont arriver. Et puis, c'est déjà sur le bilan ou de toute façon, individuellement, tu dois mettre un peu ou... 100 euros. Oui, c'est ça. Non, mais une part à ouais. charge à 100 euros. Oui, non, mais ce que je trouve tout à fait Voilà, acceptable, donc, c'est ton bilan. Là, on va arriver sur du baisse de financement, voire sur de l'absence de financement liée au CPF. D'accord. Qui est dans les tuyaux. Alors bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça fait partie des questionnements. Après, il y a toujours une possibilité d'accompagner avec un coaching en lien, et quand quand les objectifs sont vraiment posés, en disant le chef d'entreprise, le directeur qui dit voilà, tu as un bon élément, il faut qu'on réfléchisse à comment tu peux évoluer pour pas te perdre avec la structure d'aujourd'hui. Il peut y avoir toute une réflexion avec des définitions d'objectifs. Ça, c'est vraiment dans notre métier le cœur. C'est vraiment c'est la première base du coaching. D'accord. C'est quoi l'objectif? C'est quoi les objectifs? Et c'est quoi la durée? On n'est pas en thérapie où on en prend pour perpète. En moyenne, un coaching, on est autour de 10-12 heures. Et quand il y a vraiment des objectifs forts, on peut aller jusque 20. Mais au-delà, après, c'est tout. Et ça, c'est sur combien de temps, ça? Alors, entre 2 séances, moi je dis souvent, on est sur 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est ça. Un mois, on perd le fil. Moins, on est dans T'as pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps d'élaborer, de tester des choses, de pouvoir faire un retour d'expérience dessus, de capitaliser, etc. Donc, on est, 15 jours, 3 semaines, max un mois si, il y a des vacances, ça fait partie de la vie. Donc, tu vois, ça peut aller assez vite. Et on voit les résultats rapidement. Ouais, t'as des retours rapides. Oui, rapides. Il y a un retour sur investissement, et moi je parle de retour sur investissement, parfois qui se fait même dès la première séance. T'as des exemples à donner, par exemple, d'un coaching? Alors, pas citer de nom, Non. Un coaching, t'as évalué à peu près 12 heures, j'en sais rien. Et résultat, en 6 mois, t'as ça. C'est quoi à peu près, par exemple? Je pense à quelqu'un qui est jeune manageuse, c'est une femme, jeune manageuse qui reprend son ancienne équipe. D'accord. Et donc, il y a cet enjeu-là. Il y a l'enjeu aussi de la direction qui veut réformer le service et qui veut des process, une amélioration de la qualité concrète du service qui est rendu. Et donc, on a travaillé sur 4 mois, une quinzaine d'heures. Elle a un adjoint, puisque c'est un gros service, elle a un adjoint et elle était sous sa responsabilité avant. Ok. Donc, elle devient sa manager. Manager. Donc, il y a aussi ça. On a travaillé vraiment sur sa vision du service, comment elle voyait les choses, les différentes étapes, donc son plan d'action managérial, comment elle allait intégrer son adjoint, comment elle allait communiquer avec, parfois des choses toutes bêtes, des phrasés, la posture, en fait. La posture, des petits tips sur... j'ai envie de lui dire que ça, c'est pas OK. Comment tu vas lui dire? Sur quoi tu vas te baser? Est-ce qu'il a besoin de beaucoup de temps? Est-ce qu'il a besoin, mieux connaître comment il fonctionne lui, comment je fonctionne elle, par rapport à justement à ça. Quand c'est facile à dire, il y a personne qui se prend la tête en disant mon Dieu, comment je vais lui dire. Oui. C'est quand ça devient complexe et qu'on veut bien faire souvent qu'on commence à cogiter. Et au bout de 4 mois, échange, bilan terminal avec donc ça N+1, qui nous dit waouh, elle a pris sa place, elle s'est positionnée,
Elle n'est pas allée, parce que c'est pas son mode de fonctionnement en mode bourrin, Ouais. je vais tout révolutionner, c'est moi la meilleure, etc. Elle a travaillé sur un diagnostic. Bon, oui, on l'a fait ensemble. Enfin, c'est elle qui a fait le diagnostic. Moi, je lui ai donné les outils. T'as donné les outils, c'est ça. Les outils de diagnostic en disant voilà ce qu'elle aimerait faire évoluer dans un premier temps, dans un deuxième, dans un troisième. Donc, elle a donné du sens, elle a donné des perspectives. Et sa chef, donc la N+1, me dit waouh, elle a non seulement pris son poste, ça commence à vraiment rouler. L'équipe est à fond derrière elle parce qu'ils savent exactement où Elle veut aller. Comment ça va se passer. Et ils ont cette possibilité, puisqu'elle a intégré des temps collectifs, elle a intégré des temps aussi individuels de points fixes, que chacun sache ce qu'il va devoir faire, les efforts, là où il est bon, voilà. Et elle leur donne du sens, elle leur donne une vision, elle leur donne un film à dérouler, en fait, quelque part. Alors que la situation, elle est difficile. Je trouve que c'est très difficile de prendre le poste de manager d'une équipe où tu étais au même niveau avant. Voire, tu étais en dessous. En dessous. Et ça, je trouve que c'est une situation, ça peut être une situation qui particulièrement est très difficile. Parce que c'était, entre guillemets, tes pairs. Oui. Avec qui tu rigolais. Demain, c'est ceux qui vont te faire des demandes. C'est ça. Oui. Et toi, tu vas en demander. Et toi, tu vas en faire. Mais en plus, il va falloir parfois que tu dises non à tes collègues. Ou si tu avais été encore à leur place, peut-être que tu aurais eu la même. Exactement. Et donc, je trouve que c'est vraiment une posture et une position qui est très inconfortable de manager dans ces conditions, honnêtement. Manager tout court, on le sait bien que... Quand il y a de l'humain. Mais là, je parle de vraiment cette situation. Et cette situation-là, et en fait, le fait de leur dire, je reste la même, j'ai un positionnement hiérarchique qui est différent, mais je vais pas me transfigurer en horrible manager avec le fouet et le gourdin. Je reste la même, mais je vais vous faire des demandes, et voilà ce que je veux, voilà ma vision, voilà là où je voudrais qu'on emmène le service et pourquoi. Et en donnant le sens, elle a gagné ses lettres de noblesse d'une certaine manière. Parce qu'en fait, elle leur a dit, c'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est pensé. Et elle leur a donné son cheminement, sa pensée. Et les a embarqués. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est ça qui est très difficile aujourd'hui. C'est vraiment d'embarquer tes équipes. Hein. C'est ça. Mais quand on donne le sens, quand on montre à quoi ça va ressembler, quand on va démontrer son exemplarité, parce que c'est pas tout de dire il faut, mais il faut parfois aussi que ça commence par moi. Ça commence par moi. En fait, elle a montré aussi que c'était régulier, que c'était récurrent, qu'elle posait les choses. C'est pas tout feu tout flamme et puis après ça retombe comme un soufflet. On n'annonce pas Disney et puis. Et puis en fait, on se retrouve avec Ratatouille, quoi. Ouais. Et tout ça fait que elle embarque les gens et elle continue à réexpliquer, à reprendre les choses. Quand ça lui convient, elle le dit, c'est un signe de reconnaissance positif. Quand ça va pas, elle le dit aussi sans crier, hurler, parce que ça sert à rien, quoi. Mais de manière constructive. De manière constructive sur ce qu'elle attend. Elle met en place des choses qui permettent aux équipes de se saisir de ce qu'elle veut, de comprendre parfois, parce que quand on a un truc là, et puis l'expliquer, c'est pas toujours évident. Donc, elle leur a montré des choses, elle leur a dit, quand j'attends une amélioration sur ce type-là, voilà, elle l'a fait, puisqu'elle savait. Ouais. Et elle leur a dit, voilà, c'est ça, le top qualité, il est là. Ouais. Donc, c'est aussi la démonstration par le faire, F-A-I-R-E, pas le faire, le bâton. Et ça marche, en fait. Et donc, ça, c'est un type de coaching. Parmi aussi l'accompagnement que vous faites avec Cécile, il y a une partie aussi autour du burn-out. Alors, oui. On en a beaucoup entendu parler de ce terme. On a du mal, je trouve, à se positionner sur... Est-ce que c'est réel? Alors, j'ai évidemment la réponse en te posant la question, mais moi, dans mon entourage, malheureusement, j'en ai vu. Et quand je les ai vus, c'était toujours les personnes les plus engagées. De fait. Et les plus
professionnels. C'est-à-dire que vraiment des gens qui ont tout mis, mais vraiment tout mis. Et dans ces cas-là, de le voir, c'est horrible. Parce que tu te dis, mais c'est pas mérité. C'est pas mérité. Comment on peut accompagner, dans ces cas-là, le dirigeant, mais j'ai aussi envie, moi, de m'inclure et de dire, mais comment, en tant que collègue, tu peux détecter des choses? Ouais, alors déjà, en tant que dirigeant, c'est la répartition de la tâche et la répartition des tâches. Moi, comme tout le monde, c'est quand même hyper facile de dire je vais le donner à Martine parce que je sais que ça va être fait, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle est compétente et qu'elle va pas me dire non. Et que quelque part, je lui délègue le bébé avec l'eau du bain et je sais qu'elle va se débrouiller. Parce que Martine, elle dit jamais non. Parce que Martine, elle dit jamais non, parce que Martine, elle va savoir faire et que elle a une conscience professionnelle hyper développée, parce qu'elle a envie, parce qu'elle respecte les process. Parce qu'elle respecte les process, parce qu'elle sait que ça a un impact, parce qu'elle a une vision, une représentation de la qualité du travail que ça doit mener. Je vais dire, Martine, elle a le bon profil pour faire un burn-out. Elle dit pas non. Elle a une conscience professionnelle développée. Elle aime son travail. Elle aime le travail bien fait. Et puis, elle a des valeurs fortes qui correspondent à la valeur travail, etc. Ce qui fait que c'est un bon candidat. Donc déjà, en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'est de faire attention à la répartition de la charge de travail et puis de faire monter aussi en compétences d'autres personnes qui vont pouvoir soulager Martine et puis qui vont pouvoir aussi être intéressants pour l'entreprise en termes d'évolution. Là, on parle du transversal, du coup. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, avant tout, c'est effectivement, si tu as une Martine dans ton équipe, c'est génial. Parce que c'est des gens, tu sais que... C'est trop bien. C'est trop bien. C'est souvent des gens, justement, qui sont tellement engagés, qui ne regardent même pas ce qui se passe ailleurs. C'est des gens qui adorent l'entreprise. C'est ça, elles font partie de l'entreprise. Et vraiment, c'est comme si c'était leur structure, mais ce n'est pas la leur. Mais c'est tout comme. Donc, on en connaît tous. Oui. Des Martines ou des Martins. Ouais, non, mais on s'est compris. On connaît tous des gens comme ça. Et donc... Déjà, une fois qu'on a identifié, j'ai presque envie de dire ce profil, type Martine, mais comme tu as dit, Martin, Adrien ou peu importe. C'est ça. C'est pas une question de sexe pour le burn-out. Du tout. En fait, là, il y a un petit warning qui doit se mettre en disant, OK, je sais qu'en tant que manager, en tant que DG, c'est le profil parfait, mais il faut que je le préserve. C'est exactement ça. C'est de le préserver parce que, Martine, pour l'entreprise, on a intérêt à ce qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'elle puisse être bien et continuer à être bien parce que c'est comme ça qu'elle va donner et que c'est comme ça qu'elle va être performante. Si on la submerge, si on la coule, malheureusement, pour avoir accompagné des personnes, si elle coule trop loin, on la perd. Et elle se perd elle-même parce qu'il y a des conséquences fortes. Moi, j'ai vu des conséquences cognitives. Les neurones ont grillé, ils ont grillé, quoi. C'est tout. Un exemple, un manipulateur radio, qui fait de la radiologie, il peut plus conduire à plus de 50 à l'heure. Il a perdu vraiment toute cette notion de rapidité, etc. Il vivait à 100 à l'heure, il ne peut plus. Il a dû réapprendre à marcher. Ah ouais. Il a failli être opéré pour des problèmes de dos et c'est parce qu'il y a un de ses collègues qui a dit « Ah, il y a un truc, il est allé bien plus investiguer que la norme. » Et il a dit « Mais en fait, il n'y a rien. » Mais le corps, il n'en pouvait plus. Il était épuisé. Il était totalement épuisé. Alors, dans le burn-out, on dit, là, il y a les premiers symptômes. Les premiers symptômes, on peut les faire passer pour tout et n'importe quoi. C'est un peu de fatigue, c'est un coup de mou, une baisse de régime, mal à la tête, un petit peu ronchon. On peut tous passer par cette phase-là. Bien sûr. Mais tant qu'elle est temporaire et qu'elle ne s'éternise pas dans le temps. C'est une première... Moi, souvent, je dis, est-ce qu'il y a un changement de comportement ?
Martine ou Martin, qui disait oui à tout, commence à faire à souffler. À faire, Ouais. commence à avoir quelques arrêts, ce qu'on appelle les arrêts perlés. C'est une journée par-ci, une demi-journée par-là, ce qui ne se passait pas avant. On peut commencer à se dire, ouh, est-ce que tout va bien ? Plus la même énergie. Plus la même énergie, elle se coupe un peu du reste de l'équipe, elle participe moins aux anniversaires, aux fêtes, au temps informel, le café, elle le réduit, voire elle le supprime, le temps de la pause, etc. C'est un changement de comportement. Et les warnings, ils doivent être là. Ouais. Peut-être que c'est lié au boulot, peut-être que c'est à autre chose. Bien sûr, oui, mais oui. le simple, entre guillemets, le simple fait de dire à Martin ou à Martine, est-ce que tout va bien ? J'ai remarqué ça. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu as besoin ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? C'est la première étape pour raccrocher et que ça parte pas trop loin. Ouais. Et j'allais dire, c'est presque du bon sens, mais c'est de dire, j'ai remarqué quelque chose, tu veux qu'on en parle ? Tu veux qu'on en parle ? Alors, elle va peut-être pouvoir dire, bah oui, j'ai plein de boulot et je m'en sors pas. Ou, attention à la répartition de l'activité. Ou c'est perso, parce que ça peut arriver, bien un sûr. enfant malade, bien sûr. Des parents qui vieillissent, etc. Et c'est de dire, si tu as besoin, je suis là. Et s'il y a besoin de quelque chose, n'hésite pas. Alors, peut-être qu'on ne peut pas. Mais être présent, c'est le premier rempart contre le burn-out, en fait. Mais souvent, c'est des gens qui osent quand même pas le dire, qui vont surtout pas vouloir déléguer parce que c'est un acte de faiblesse. C'est ça. Mais du coup, c'est aux managers et aux dirigeants d'être en observation. Et pas seulement dire, ah oui, bon, ok, elle est fatiguée. Ok, oui, ça peut arriver. Mais juste en posant la question, on peut avoir l'échelle aussi de la fatigue. Et donc, dans les solutions, ce qui était intéressant aussi, parce que là, c'est des constats et malheureusement, on constate que Martine, ça va pas. Oui. Mais dans les solutions, il y a transfert de compétences. Transfert de compétences, faire monter en compétence quelqu'un d'autre, en plus. Et je pense que si on peut, par exemple, constituer un binôme, voire un trinôme avec Martine, Bérangère et Philippe, il y a une émulation qui se passe. Il y a du transfert, y compris de savoir. Il y a plus peut-être ce sentiment pour Martine d'être seule au monde face à sa montagne de boulot. Peut-être qu'il y a aussi une... Tu as parlé de Bérangère. Hein. Oui, alors non, Bérangère... mais c'est histoire de garder le fil. Donc, il y a peut-être aussi une Bérangère qui travaille bien, mais un peu moins engagée, qui permet de faire relativiser... Faire baisser un peu la pression de Martine en disant, si c'est pas fait aujourd'hui, le délai c'est demain, c'est OK. On a tous aussi quelqu'un qui sait bien adapter son temps et te dire, parce que il y a Martine, un moment, on sait qu'elle est un peu perfectionniste sur les bords aussi. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Donc, c'est pas mal aussi d'être avec quelqu'un qui te ramène un peu à la réalité en te disant, attends, OK, c'est important, mais si c'est fait demain, c'est pas grave. Si on a oublié un point, c'est pas grave. C'est ça. Tu vois ? Ça permet de relativiser, de reprendre cette distance et ce recul nécessaire à dire, OK, le tout parfait 100% à 100% du temps, il faut y mettre la juste mesure. Il y a des choses il y a un enjeu réglementaire, il y a un enjeu financier. Oui, on va faire attention. Mais bien sûr. La note, le compte-rendu de réunion, si il n'y a pas un point à la fin, pas dramatique, quoi. Oui, non, mais voilà. Et donc, ça permet de prendre de la distance, du recul face à... et puis, parfois, de hiérarchiser et de dire, la priorité, elle est là, elle n'est pas dans le compte-rendu. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant parce que moi, je vois dans ma précédente expérience, alors j'étais sûrement trop engagée, alors je ne sais pas si c'est possible, mais enfin, bon, bref. Et moi, les gens, tu sais, ils me disaient, mais ça va, tu sauves pas des vies. Et ça m'énervait. Parce que, évidemment, et à aucun moment... je n'ai pensé, tu vois, que j'allais changer. Mais quand tu es engagé, c'est difficile aussi quand il y a des gens qui essayent de minimiser un peu ce que tu fais parce que tu te dis, mais attends. Alors oui. Tu vois, c'est là où je pense que c'est difficile et qu'il faut quand même. C'est pour ça que faire monter Bérangère et Philippe et permettre à Martine de repositionner les choses
de reprendre ce recul et de remettre en place, en perspective ce qui est en top priorité 1 et ce qui est en 10, c'est aussi une histoire d'équilibre, y compris dans l'équipe et aussi pour Martine. Donc c'est de l'individuel et du collectif. Et ça marche super bien. Donc c'est le premier rempart. Mais quand on vient te voir en disant j'ai un tel qui vient burn-out ou moi-même j'en viens, c'est trop tard, non? Alors, je devrais pas dire ça, mais... J'allais dire non, c'est jamais trop tard. Ça va être le temps nécessaire à la récupération et à repartir. La petite histoire, pourquoi on s'appelle Altigo? Alt, I go, je m'arrête, je pose mes valises, je les allège, je remets des choses en perspective, je retravaille tout ça et je suis prêt à repartir. Et du coup, quand on a quelqu'un qui dit, voilà, je suis en arrêt, en burn-out, et ça fait 6 mois que je suis en arrêt, eh ben, c'est de reposer les choses pour pouvoir rebondir et repartir. Il y a peut-être besoin d'un temps de formation plus longue qui permet de s'aérer et de reprendre. Et puis, pour reprendre, le cerveau déteste souffrir. Et donc, c'est qu'est-ce que je mets en place qu'est-ce que je me nourris de quoi? Comment je me nourris? Et aussi à l'entreprise, s'il peut reprendre le travail. Moi, j'ai des personnes qui ne reprendront jamais une activité professionnelle. Ah, on est d'accord. Ah oui, parce qu'il y a des attaques cognitives, parce que... On est d'accord, donc ça arrive. C'est malheureusement, oui. Et il y a toute cette phase d'acceptation qui ne seront plus jamais que ce qu'ils étaient avant. Ouais. Mais on peut reconstruire quelque chose quand même. Oui, mais c'est dur. C'est dur, ça prend du temps. Il y a des professionnels. Et donc, un coach peut servir à un moment donné, mais il ne peut pas travailler seul. Bien sûr. Et donc, un psychologue, parfois un psychiatre est nécessaire. La différence entre psychologue et psychiatre, le médecin psychiatre, il est médecin. Bien sûr. Psychiatre, il peut avoir un accompagnement et une aide, on va dire, chimique, médicamenteuse. Le psychologue, il peut être là aussi. Et on peut travailler, ça m'arrive de travailler en étroite collaboration. Chacun garde son champ d'expertise. Je ne fais pas de thérapie, je ne donne pas de médicaments, voilà. Oui, bien sûr. Et les 2 autres sont prioritaires, j'allais dire quasiment. Moi, c'est pour préparer le retour en entreprise, y compris avec l'entreprise si elle est partante. Ouais. On fait ça. Et ça prend du temps, mais c'est hyper gratifiant de voir que la personne, elle s'en sort. Bien sûr, bah évidemment. Et il y a une vie... Surtout quand tu sais que d'autres n'y arrivent pas. N'y arrivent pas. Et j'ai en tête une dame où le parcours a été assez long. Elle est repartie en formation longue. Elle a repassé un master. Et grâce à ça, elle a pu repartir en entreprise, elle a pu repartir au boulot. Parfois, il faut accepter que le temps, c'est pas un temps court. Ah bah bien sûr. Et à l'inverse, on entend aussi parler de burn-out. Oui, c'est l'ennui absolu dans l'entreprise, dans son poste. Ça aussi, ça existe. On revient à la répartition du travail et de la charge de travail. Quelqu'un qui n'en a pas assez, c'est mortel en fait. Tout pareil. Entre trop et pas assez, il y a un juste milieu. Et donc, c'est comment je remobilise cette personne qui s'ennuie presque à mourir sur son poste de travail. Elle n'a pas assez d'activité. C'est comment on élargit ses tâches. Il lui manque des compétences pour pouvoir... comment on fait pour lui en fournir pour qu'on puisse avoir... soulager Martine et faire que cette personne-là, l'autre, elle puisse aussi rééquilibrer. C'est vraiment une histoire d'équilibre dans les équipes. Alors, il y a celui qui se planque pour pas travailler, mais il n'est pas en burn-out, celui-là. Oui, on est d'accord. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, on est bien d'accord. Non, c'est un mal-être, le burn-out. Mais quand je dis s'ennuyer à mourir, c'est presque ça. Non, c'est horrible. Avec un sentiment d'inutilité, avec le fait d'être là en permanence au boulot et ou n'avoir rien à faire. De voir les minutes passer. Ah oui, non, mais avoir les secondes et de se dire, alors je vais faire durer ma tâche le plus longtemps possible. Mais c'est ça, t'imagines. Oh mon Dieu, quelle horreur.
Non, mais c'est vraiment un vrai mal-être. Effectivement, on ne parle pas de celui qui se planque. Qui se planque et qui est très heureux de ne pas avoir grand-chose finalement, Voilà. mais qui ne le dit jamais. Mais qui ne le dit pas. Parce que, oh là là, on pourrait lui rajouter une tâche. Voire qu'il pourrait presque dire qu'il est presque débordé. On en connaît aussi. On en connaît aussi, donc voilà. Mais c'est un vrai mal-être, tout comme Martine est en mal-être. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à oublier quelqu'un dans une équipe ou dans une entreprise? Ça, c'est la bonne question. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Et j'aimerais bien, je vais pivoter un peu, Vas-y. parce que j'aimerais bien aussi t'interroger sur justement ce binôme que tu as monté avec Cécile. Ouais. Je trouve que c'est intéressant aussi comme sujet. Là, je suis moins sur Altigo pur et sur ton activité, mais plus sur ta casquette là, vraiment d'entrepreneur et d'associé. C'est intéressant parce que comment on choisit finalement son partenaire? Comment on choisit son partenaire? Et tu m'as parlé de 15 ans. Ouais. C'est pas courant d'arriver à rester partenaire pendant 15 ans. Surtout que vous êtes complémentaires, mais vous avez des domaines au départ où vous faites, entre guillemets, la même chose. Donc, c'est pas évident parce que ça veut dire que tu as décidé de partir avec quelqu'un où tu allais te reconnaître, j'ai envie de dire, dans le métier, mais où ça aurait pu... vous auriez pu ne pas avoir la même manière de faire, vous auriez pu avoir des incompatibilités dans les cibles que vous accompagnez, dans la manière de faire, dans plein d'autres choses, quoi, j'ai envie de dire. D'autant plus que, on va pas se mentir, tu as choisi une femme, c'est pas évident quand même, 2 femmes ensemble. Pas plus que 2 mecs ensemble. Hein. En termes d'ego, je crois que l'ego, il est ni masculin ni féminin. Il est totalement neutre pour le coup. Mais oui, alors en fait, avec Cécile, donc, on a passé toute notre formation de coach. C'est une formation longue qu'on avait décidé de faire, on a choisi. Donc on a eu aussi le temps de se voir dans les exercices qu'on a menés, dans les voilà, c'est presque 6 mois de formation ou presque même un petit peu plus, où on se voyait quasiment tous les 2 week-ends, week-ends par mois quand même, donc sur des week-ends de 4 jours, donc ça commence un peu à faire. Qu'est-ce qui nous rapproche? Il y a des fondamentaux, c'est les valeurs. Ouais. Les valeurs, et on a quelque chose qui est hyper important pour nous deux, toutes les deux, c'est que tout se dit. Et tout peut se dire, il y a le fond et la forme, et on va faire attention à la forme qu'on va donner à ce qu'on a envie de dire pour que l'autre puisse le recevoir. C'est vraiment une question, c'est presque, ça va plus loin que le respect encore. Tu vois, donc ça veut dire que vous êtes pas les cordonniers les plus mal chaussés, parce que alors, vous savez le faire avec les autres, mais vous savez le faire avec vous-même aussi. On se l'impose toutes les deux parce que c'est hyper dur. Hein. C'est hyper difficile parce que on est aussi par Mons et par Vaux. On s'oblige à faire une réunion d'équipe 1 fois par mois, c'est obligatoire. On peut pas l'annuler, sauf si on est mort, hein, mais sinon c'est tout. On peut pas l'annuler et on s'impose ces temps de respiration aussi à 2. On partage beaucoup de choses et c'est vraiment cette notion de... En même temps, on est similaires puisqu'on peut faire la même chose, mais en même temps, on est différentes. Pour la blague, je dis souvent, elle a 10 cm de plus que moi. Quand on co-anime, par exemple, des coachings ou des formations... chacune, on va faire aussi avec notre personnalité. Donc, moi, je vais booster, impulser, faire bouger les lignes. Cécile va arriver, va capitaliser, faire la progression. Et puis, moi, je vais repasser derrière et on est reparti pour un tour. Ça arrive très, très souvent. Je commence une phrase, elle la finit et inversement. Et puis, c'est la fluidité comme ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que non seulement... On se respecte, mais on accepte aussi nos failles, nos différences, et on en joue. Par exemple, des fois, elle dit « Tu veux bien prendre parce qu'ils ont besoin d'être un peu dynamisés, un peu boostés. » Allez, donc, c'est moi qui vais reprendre.
Et on a aussi dans nos valeurs quelque chose qui est aussi très important, c'est la qualité du travail et de la qualité de nos accompagnements face à nos clients. Et quoi qu'il arrive, la qualité, elle y sera. Et donc, de fait, tu vois, le socle commun, il est fort. Et on l'a construit au fur et à mesure. Quand on construit une entreprise, il y a des choses sur lesquelles on se dit, wow, moi, par exemple, la couleur de notre logo, on m'en fout. Pour elle, c'était important. Et ben, vas-y. À l'inverse, il y a des choses sur... Cécile me dit, mais alors, c'est moi qui fais, et c'est OK. Ouais. Et il y a cette confiance qui s'est construite. Au départ, on s'est dit, allez, on se fait confiance. Et puis, la preuve par l'exemple. C'est, on dit qu'on va faire un truc, on le fait. Et ça fait 15 ans. Et c'était plus simple pour toi à l'époque de te lancer à 2 que toute seule? En fait, c'est la rencontre avec... Si ça n'avait pas été Cécile, tu l'aurais fait toute seule? Ouais. C'était vraiment parce que c'était Cécile? Il y avait Cécile. Au tout début, il y avait une troisième. Et au final, on n'est plus que 2. Enfin, voilà. Donc, il y a ça aussi. On est toujours en lien avec la troisième. On continue à se voir. On peut travailler ensemble. Mais s'associer... c'est presque se marier, quoi. Mais c'est pour ça que je te posais la question et que je voulais qu'on garde quelques minutes de cet enregistrement pour en parler, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est hyper dur de trouver la bonne personne, d'arriver à rester aussi dans la durée. Tu m'as parlé de 15 ans, donc ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut qu'on en parle parce que y a plein de gens qui veulent se lancer. Seul, c'est dur. À 2, c'est bien, mais effectivement, à 2, il faut qu'on trouve la bonne personne pour que l'un ne cannibalise pas l'autre. C'est ça. Que chacun y trouve sa place, que tu as tellement envie de le faire avec quelqu'un et pas tout seul que tu en perds un peu ton identité, ouais, tu vois. Tout à fait. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai accompagné un binôme. Pour la petite histoire, ils sont assureurs, et donc un était déjà dans l'entreprise avec, et c'est une entreprise familiale. C'est-à-dire que il y a le père, il y a le fils et il y a le beau-fils qui rentrait. D'accord. J'avais accompagné le beau-fils en bilan de compétences. Et donc, il m'a rappelé en disant, Anne-Sophie, est-ce que tu voudrais bien nous accompagner pour créer notre binôme? Le père va prendre sa retraite. Donc, avec le beau-frère, avec un enjeu. Parce que le dimanche, à table, en famille, s'ils se sont pourris la semaine, ça va pas être simple. Oui, et puis ça joue aussi sur la pérennité du mariage quand même. Parce que... Ça joue sur la pérennité du mariage en tant que tel. Perso. Tu vois, et sur la vie de l'entreprise. Mais oui, et vie pro-perso. Et vie pro-perso qui sont un peu imbriquées, il faut toujours faire attention. Et en fait, on a vraiment travaillé 3 séances, donc 6 heures. Donc c'est rapide. Sur, justement, on n'est pas d'accord, comment on se le dit. Comment on se répartit, puisqu'il y avait plusieurs lieux, comment on se répartit le management des uns des autres, où est-ce que je suis bon, où est-ce que moi je pense que je peux être bon, et tout ça, ça s'est discuté. On parle souvent du pacte d'associés. Oui. Voilà, pour moi, ça fait partie du pacte d'associés. Il y a toute la partie juridique, il faut que ce soit carré. Oui. Quand les choses sont bien réparties, c'est clair. Et puis, il y a tout... Comment on va constituer, comment on va faire vivre cette entreprise et comment on va faire vivre l'activité. C'est comme un bébé. Comment on va le faire évoluer, comment on va le faire grandir, quelles valeurs on veut lui inculquer, comment on veut qu'il se comporte, etc. Et ça se construit. Et sans communication saine et sereine, ça ne marche pas. Si j'ai envie de dire à Cécile, voilà, sur ce coup-là, c'était pas cool, d'emblée, elle va tout fermer, elle va dire, qu'est-ce qui se passe ? Parce que des fois, on peut mal nous interpréter les choses. Non. Ah, mais carrément. Et puis, des fois, on peut avoir le mot de trop, ou en disant, nous-mêmes, on est excédés, on dit, oh là, ça nous embête, ça c'est nul, ou machin, et puis tu as envie de dire, attends, c'est nul, j'avais passé 4 heures dessus, quoi. Oui. Et on se le dit.
Et on ferme tout, on ferme les ordis, on éteint les téléphones et on dit ok, là il faut qu'on parle. Et même des fois à distance, parce que on navigue un peu Bien sûr. partout. Et t'as 5 minutes. Et quand c'est t'as 5 minutes, c'est on Tu sais s'appelle. qu'il faut qu'on s'appelle. Dispo pour 5 minutes. Bon, en général, c'est un petit peu plus que 5 minutes. Mais ça fait partie de la vie de l'entreprise de communiquer, d'avoir une communication saine et sereine. Et ça sera vrai, je trouve que ça sera le bon leitmotiv pour cet épisode de parler de communication, puisqu'on a parlé de coaching collectif finalement et que c'était vraiment un peu la demande actuelle, mais très en lien avec finalement ce qui se passe dans l'entreprise, avec cette notion d'engagement, d'individualité. Et finalement, c'est le collectif qui rassemble et qui donne un sens à tout ça. Sens qui est aussi lié à ce qu'on a parlé autour du burn-out, burn-out. Sens autour aussi des coachings que tu fais en individuel pour accompagner justement ce management. Et sens aussi et communication quand on cherche nous-mêmes son associé. Je pense qu'on a C'est ça. finalement adapté, tu t'es adapté à toi-même ce que tu prodigues pour les autres. Oui, quoi. alors on parle d'exemplarité. Bon, alors des fois, on est aussi, nous, parfois on se dit, il faudrait qu'on prenne un petit peu plus le temps en termes d'activité, etc. Donc, des fois, on s'est dit, bon, exemplarité, pas trop. Mais il y a des choses sur lesquelles on est intransigeante l'une comme l'autre. C'est-à-dire que c'est la qualité du travail, c'est la qualité de notre relation, parce qu'on sait que pour durer, c'est ça qui va faire la différence. Parfois, c'est aussi de se poser, de se dire les choses. Ça ne veut pas dire... souvent, il y a une confusion entre le conflit et la confrontation. Bien sûr. Et pour moi, la confrontation, se dire « Ah bah non, là, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire », ça veut pas dire qu'on est en conflit et que ça part dans tous les sens. Au contraire, je pense que le simple fait de le dire et de se dire « Ah bah tiens, ok, c'est quoi ta représentation ? C'est quoi ta manière de voir les choses ?» Et de pouvoir se l'approprier, se dire « Ah oui, tiens, c'est pas bête. Ah, je vois pas tout à fait les choses comme ça, mais on peut trouver aussi une bonne manière de faire un vrai bon compromis, c'est pas un truc mou et flou, mais vraiment de se dire, ok, ça plus ça, on va additionner les choses et on va pas les soustraire. J'ai souvent tendance à dire qu'on peut faire du et pas du ou. C'est ça et ça, plutôt que c'est ça ou ça. Ouais, d'être dans le restrictif. D'être dans le restrictif, forcément, on va générer frustration. Mais je suis contente, je vais pouvoir dire ça à mon fils ce soir de 2 ans. Quand je lui dirai que je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dirai on n'est pas dans un conflit, on est dans une confrontation. Exactement. Et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir une communication. Alors moi, mes enfants sont grands, ils sont très très grands, puisque mon petit dernier, il a 22 ans. Hein, donc, mais c'est de dire, ok, on peut dire les choses... On peut y mettre la forme aussi, on se doit de mettre la forme pour que la personne puisse de l'autre côté entendre. Et à partir de là, on peut construire. Si on ne dit pas les choses... les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas, c'est quand même vachement difficile de dire « Bon alors, est-ce que l'autre, j'imagine peut-être qu'il pense que... trop compliqué ça ». Puis en plus, on a 99 chances 3 quarts et un petit bout de se tromper parce qu'on n'est pas l'autre. On n'a pas son vécu, on n'a pas ce qu'il a dans sa tête. Donc forcément, on va se tromper. Si on propose que la personne dise les choses sans jugement de valeur, évidemment, de ce que j'appelle une communication saine et sereine, on a des résultats qui sont hyper intéressants, y compris avec les enfants. Sans être bisounours, sans dire parce que j'entends l'éducation positive c'est pas bien et tout. Si, c'est bien, mais il faut avec ses limites. Ça veut pas dire que c'est tout, c'est open bar. Hein. Exactement. Le cadre de l'entreprise, le cadre du boulot, il y a un cadre, on le respecte. Si on le comprend pas, on lui demande pourquoi il existe et à quoi il sert et on y arrive. Merci en tout cas Anne-Sophie. C'était hyper intéressant. Je te remercie pour tout ce que tu nous as raconté, pour aussi ton partage d'expérience et aussi ton partage j'allais dire personnel, c'est pas ton perso, mais cette union. Voilà, ça en fait partie un petit peu quand même. Hein. On n'est pas scindés. Hein. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.